Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler science et spiritualité. L'objectif de l'approche scientifique est de se faire une idée du monde sensible. Il s'agit donc de trouver un sens à ce que nous percevons, c'est-à-dire de trouver un principe unificateur expliquant des phénomènes disparates. La science, en d'autres termes, est la recherche d'une unité sous-jacente à l'apparente diversité. Plus précisément, la biologie est maintenant en train de nous révéler que notre corps est constitué de trillions de bactéries qui viennent de l'extérieur et qui pourtant impactent nos émotions et notre psychisme. Et donc ça remet en question l'existence de limites précises entre notre identité individuelle, c'est-à-dire notre je, et le reste. Ça nous mène à la question « Qui suis-je » Quel est ce je qui pose la question? Tout être humain vivant est. À chaque instant, on est tous directement conscients d'être. On est tous directement conscients de chacune de nos expériences, c'est-à-dire que cette conscience ne nous vient pas de tiers, elle ne nous vient pas de livres, elle n'est pas filtrée par la pensée ou la sensation, elle précède la pensée et la sensation. Quel est ce je qui est conscient? Elle est présente même durant les phases de sommeil profond. Sinon, au réveil, on ne serait pas capable de dire si on avait bien dormi ou mal dormi. Or, nous sommes tous capables de le dire. Durant ces phases de sommeil profond, c'est notre ego qui a disparu, c'est-à-dire nos pensées, nos sensations, nos sentiments, nos émotions. Et c'est bien pourquoi on recherche le sommeil, surtout durant des périodes difficiles où on veut oublier. Et donc, les phases de sommeil profond ne sont pas le néant, car sinon on aurait peur de s'endormir et au contraire, nous aimons dormir. Et donc, ce jeu est continuellement présent. Où ce jeu est-il situé? Est-il dans notre corps? Dans ce cas-là, nous en aurions une sensation. Or, nos sensations vont et viennent et le jeu demeure. Donc, ce jeu dépasse les limites de notre corps. Est-il dans notre esprit? Or, nos pensées aussi vont et viennent et pourtant le jeu demeure. Et donc, le jeu dépasse les limites de notre esprit. A-t-il une forme? Change-t-il, c'est-à-dire a-t-il un âge? Non. En d'autres termes, le je n'a aucune des caractéristiques du fini. Il est donc infini. C'est-à-dire qu'il n'est localisé nulle part, il est partout et il est éternel. Tout et donc tous, nous faisons partie de ce jeu. Peut-être sommes-nous des points dans ce jeu, ce qui expliquerait aussi que nous sommes tous uniques, des manifestations uniques de ce jeu, c'est-à-dire de la conscience avec un grand C dans la réalité physique. Comme on le voit, c'est un raisonnement logique qui mène à reconnaître la conscience immuable dont tout fait partie. C'est-à-dire, c'est le raisonnement qui mène à reconnaître l'unité sous-jacente. Or, la méditation, c'est-à-dire la pratique spirituelle, consiste à se détacher de ses sensations, etc., c'est-à-dire de son ego. Elle ne mène pas au néant, sinon le méditant ne serait plus vivant. Elle mène donc à une union intime avec cette conscience pure qu'est le je. Et que nous dit la psychologie moderne, c'est-à-dire l'étude rationnelle de l'esprit? Elle nous dit qu'à la naissance, l'enfant est en symbiose avec tout.
qu'il n'a pas conscience d'avoir de limites, qu'au-delà de certaines limites commence le monde extérieur. Ce serait vers l'âge de 2-3 ans qu'il commencerait à en prendre conscience. Et donc, notre vie serait une recherche d'équilibre entre une unité perdue et une identité séparée, propre à chacun de nous. Donc, en quelque sorte, tous les chemins mènent à cette unité. Le raisonnement, l'observation, le mysticisme, c'est-à-dire la pensée, les sens, l'expérience directe. Ce n'est pas surprenant, l'homme est un tout. Qu'il utilise les capacités de son ego ou qu'il tente d'aller au-delà par la méditation, il aboutit toujours à cette unité sous-jacente à tout. Cela soulève de sérieuses questions en ce qui concerne les limites de la connaissance. Car si tout fait partie de ce jeu, alors à chaque instant tout interfère, puisque tout est connecté. Et donc l'observateur et l'acte d'observation impactent l'observé, que cela soit un organisme vivant ou quelque chose d'inerte. Ce n'est pas qu'au niveau quantique que l'observation ne peut être conçue indépendamment du processus d'observation. Rappelons les paroles de Werner Heisenberg. La science présume l'existence de l'homme et nous devons prendre conscience que nous ne sommes pas seulement des observateurs, mais aussi des acteurs sur la scène de la vie. Donc l'observation dépend de l'observateur. C'est ce que semblent confirmer des études récentes du psychologue Donald Hoffman. C'est aussi ce qui est quelque peu impliqué par la théorie de la relativité, c'est-à-dire de la relativité par rapport à l'observateur. D'où l'importance d'associer travail individuel et travail d'équipe, du moins en ce qui concerne les études du monde sensible, c'est-à-dire les études scientifiques. En effet, chaque activité se reflète au niveau du cerveau comme une communication entre neurones par impulsion électrique et donc génère des ondes électromagnétiques. Lors d'activités en groupe, ce qu'on voit, c'est une synchronisation de ces ondes au niveau des cerveaux des participants, ce qui fait croire qu'il y a similarité de perception. Mais ça pourrait aller plus loin. D'après le neuroscientifique Weise Hong, à partir de l'activité cérébrale de chaque participant, on peut savoir ce qui se passe, c'est-à-dire en particulier ce qui est observé. Bien sûr, il faut rester prudent sur ces résultats qui sont basés sur des techniques d'observation posant problème, mais en même temps, on utilise des techniques de nature très différente, ce qui donne également confiance en ces résultats. Par exemple, on utilise les électroencéphalogrammes, mais on utilise aussi l'imagerie par résonance magnétique. Donc, si tout cela est correct, ça laisserait penser qu'il y a corrélation dans l'observation par différentes personnes travaillant ensemble. Mais il se pourrait que certains d'entre eux influencent les autres. Et donc, il serait plus prudent que ça soit précédé par des travaux individuels, c'est-à-dire isolés des autres, afin que des résultats soient obtenus avant qu'il n'y ait eu de quelconque influence. Cela dit, on peut supposer que l'observation est suffisamment corrélée à la réalité dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire que notre compréhension, malgré toutes ses limitations, est adaptée à cette réalité, sinon nous n'aurions pas survécu aussi longtemps. Ce n'est pas surprenant.
L'observer, l'observateur et l'acte d'observation font partie de cette même conscience et donc forment un tout harmonieux. On peut alors se demander si la supposition que l'observé et l'observateur sont indépendants n'est pas la raison pour laquelle la science moderne semble trop souvent tourner en rond dans une fuite en avant, allant de question en question plus complexe sur le comment des choses sans jamais vraiment être en mesure d'expliquer. Cette supposition nous a mené à prendre la physique, c'est-à-dire l'étude du monde inerte, comme modèle des autres sciences, c'est-à-dire à considérer la matière comme l'élément fondamental de la vie. En d'autres termes, nous considérons le non-vivant comme cause du vivant, la conscience comme la conséquence de la matière, plus particulièrement du cerveau. Peut-être est-ce pour cela que nous nous retrouvons devant une énigme insoluble. Peut-être faudrait-il inverser le paradigme et prendre les sciences de la vie comme le point de départ. Après tout, c'est à travers nos pensées, nos sentiments, nos sensations, nos intuitions que nous percevons. Or, qu'est-ce que l'intuition? Certes, elle est fondée sur notre conditionnement, c'est-à-dire nos expériences passées, mais si notre compréhension n'était fondée que sur notre conditionnement, alors il n'y aurait pas de possibilité d'innovation. Or, à chaque étape de notre vie personnelle, à chaque étape de l'histoire de l'humanité, nous avons innové de diverses manières. Innover veut dire créer. La création est imprévisible, elle n'est pas déterminable. Et la science est le résultat de tout un processus au-delà de l'analyse. Le raisonnement et l'observation sont intimement liés à cette création qui nous vient de l'intuition. C'est donc cette intuition qui nous permet d'innover, cette intuition qui fait que nous ne sommes pas déterminables. Et cette intuition ne serait-elle donc pas le moyen par lequel nous puisons dans cette conscience qui va au-delà de notre contexte physique? Et donc cette intuition fait que nous ne sommes pas des machines, que nous ne sommes pas réductibles à une simple IA, c'est-à-dire intelligence artificielle. Et donc la relation entre notre conscience individuelle, qui est une manifestation de la conscience universelle, et notre cerveau, c'est-à-dire la matière, ne serait-elle pas bien plus complexe que nous le supposons? Le cerveau pourrait refléter ce qui se passe au niveau de notre conscience individuelle et inversement, tout effet sur le cerveau serait reflété au niveau de notre conscience. Merci.